les écoles ont fermé, les enfants et les lycéens se sont retrouvés à faire la classe à la maison avec des moyens, des ordinateurs, leurs ordinateurs ou leurs téléphones portables, suite à l'épidémie de Covid-19. Donc, ça a duré environ 3 mois. C'était quelque chose une épreuve assez difficile pour l'école française, qui a creusé beaucoup les inégalités, on s'en doute. Comme il s'agit d'un débat inversé, je vais tout de suite donner la parole aux participants qui nous rejoignent. On est déjà une douzaine. Pour qu'ils posent des questions à nos intervenants que je vous présente. Donc, nous avons Nathalie Coste, qui est enseignante à Mantes-la-Jolie, c'est bien ça? C'est ça, oui, bonjour. Bonjour. Philippe Patrolot, qui est un militant pédagogique, ancien rédacteur en chef des cahiers pédagogiques et enseignant, non? Ancien président du CRAP, l'association qui édite les cahiers pédagogiques. Pardon. Je n'ai pas eu l'honneur d'être rédacteur en chef comme l'a été Philippe Mérieux qui vient de nous rejoindre. Voilà. Ah, Philippe Mérieux est là, très bien. Et puis sinon, je suis prof en lycée et également à l'INSPE de Paris. Voilà. D'accord. Est-ce que Philippe Mérieux est parmi nous? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, je vous présente comme un chercheur en pédagogie et président du CMEA. Voilà. Très bien, amplement. Frédéric Savicki, vous êtes politiste, spécialiste de l'enseignement supérieur. Donc, on parlera aussi de l'enseignement supérieur. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions pour nos différents… Je vous propose de structurer le débat en 2 parties, de commencer par faire un peu un état des lieux sur ce que l'épidémie et le confinement ont révélé, ce que l'épidémie révèle sur l'école française, et puis une deuxième partie davantage sur les propositions, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur l'état des lieux? Donc, vous pouvez écrire vos questions dans le chat ou lever la main. S'il n'y a pas de questions, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, je vais tout de suite donner la parole à Nathalie Coste, donc enseignante à Mantes-la-Jolie, pour qu'elle dresse un peu un état des lieux de cette épreuve qui a traversé l'école française. Qu'est-ce que ça a révélé sur l'école française? Bien, bonjour. Alors, en effet, je suis professeure d'histoire, géographie et maintenant géopolitique et sciences politiques au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. J'enseigne aussi à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Je dis ça parce que ça me donne un élément de comparaison assez intéressant justement entre le fonctionnement du secondaire et puis le fonctionnement d'une grande école. Alors bien sûr, comme tout le monde, j'ai été prise de court, sidérée par cette décision de confinement brusque, puisque je vous rappelle quand même qu'alors que nous étions en cours le jeudi après-midi, le ministre parlait sur une antenne nationale et disait « jamais les écoles ne fermeront ». Donc bien sûr qu'on était tous un peu attentifs à ce qui se passait et qu'on ne comprenait pas trop bien dans quelle direction on allait. Mais bon, ces paroles-là, on les entend à 14h30 et à 20h, on nous dit à partir de lundi, par contre, vous ne verrez plus vos élèves. Donc moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas vu mes élèves du tout, parce que je n'avais pas cours au lycée le vendredi. Donc voilà, je n'ai pas eu l'occasion de leur dire au revoir, de préparer quoi que ce soit visuellement avec eux. Donc tout s'est passé de façon virtuelle. Donc, bien évidemment, rien n'était prêt, contrairement à ce qui a été martelé. Tous les outils institutionnels ont explosé au début de la semaine, parce que bien sûr, il y a eu une surcharge. On s'est tous rués assez bêtement, enfin je le dis pour moi en ce qui me concerne, sur l'ENT, Pronote et tous ces outils pour communiquer avec nos élèves, leur donner des cours, leur transmettre des documents, etc. Sans prendre véritablement, d'ailleurs, à mon sens, le temps de réfléchir à comment on allait faire.
Et puis, petit à petit, ça s'est rodé et se sont mis en place de façon informelle des stratégies des uns et des autres pour rentrer en contact avec nos élèves. Donc, ces stratégies, elles ont été multiples. Chacun les a déployées comme il a pu, avec ce qu'il avait comme outil, comme savoir-faire, comme disponibilité en termes de connexion. Ça a été très souvent du bricolage tout au début. En ce qui me concerne, c'est passé par WhatsApp. C'est-à-dire que j'ai récupéré tous les numéros de téléphone et j'ai constitué des listes et des groupes WhatsApp. Et j'ai communiqué au début comme ça avec les élèves de façon tout à fait informelle là encore, c'est-à-dire la nuit, le jour, tout le temps, enfin voilà, pour répondre à leurs inquiétudes, pour répondre à leurs angoisses. Et puis petit à petit, on a trouvé notre rythme, voilà, et on a essayé de rassembler nos ouailles, bien évidemment en se doutant que pour certains, ça allait être compliqué. Donc très rapidement sont apparus les problèmes qu'on redoutait, c'est-à-dire des élèves qui étaient injoignables. Moi, j'en ai pas eu tant que ça, mais il y en a eu quand même quelques-uns. Alors, soit ils étaient injoignables parce que la plupart du temps, ils n'avaient pas d'outillage. Mais au-delà, j'insiste là-dessus, au-delà du problème de l'outillage informatique, parce que en fait, ils sont très très peu passés par leurs ordinateurs, hein, ni par leurs tablettes qu'ils avaient pourtant, puisque la région a donné des tablettes, mais enfin, ils ont fonctionné plutôt avec leur téléphone. Et très, très rapidement, on s'est rendu compte, nous, en ce qui nous concernait à Mantes, qu'il y avait toute une partie de la population qui était très, très, très mal connectée en termes de serveurs, en fait. Et quand bien même ils avaient des outils, les connexions Internet de leur famille ne leur permettaient pas de suivre la totalité des classes virtuelles qu'on s'est mis à proposer. Et donc, il a fallu trouver d'autres moyens avec eux. Donc, l'autre moyen, ça a été le téléphone. C'est-à-dire qu'on a doublé le travail en recontactant ceux qu'on ne pouvait pas avoir par ce biais-là d'une autre façon. Alors, je ne vais pas faire long parce que tous les collègues ont vécu ça de façon assez anxiogène et puis une surcharge de travail énorme parce que du coup, vous vous doutez bien que faire un cours en classe virtuelle et faire des cours qu'on envoie, ce n'est pas du tout la même chose qu'être face à des élèves. Donc, il faut repenser tous nos outils de travail, toutes les propositions pédagogiques qu'on peut faire, de sorte qu'elles soient accessibles, de sorte aussi qu'elles soient attrayantes, de sorte aussi qu'elles soient claires pour qu'ils ne soient pas perdus une fois seuls, confrontés. Je pense surtout aux plus petits, c'est-à-dire aux secondes, qui ont été assez désemparés. Au-delà de tout ça et de ces difficultés sur lesquelles on reviendra, moi je voudrais juste insister sur le fait, on pourra aussi reparler du problème que ça a posé pour les enseignants et de l'indigence, hein, parce que moi j'appelle ça comme ça, de l'administration. Il y a quand même eu des belles surprises aussi pendant ce confinement. Rétrospectivement, moi je me suis quand même rendu compte que des élèves se révélaient dans cette situation. Les élèves qui en classe, alors je ne suis pas du tout en train de dire que ça remplace la classe, et pour moi, rien ne remplace un prof dans une relation humaine avec des élèves en physique dans une classe, hein, que les choses soient claires d'emblée. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a certains élèves qui, du coup, ont réussi à prendre davantage leur place, ont osé, peut-être parce qu'ils avaient un rapport singulier aussi avec nous, par d'autres biais, mais ils ont réussi à prendre davantage leur place. Alors, ils ont très peu utilisé les caméras, hein, d'abord parce que ça faisait sauter les outils, parce qu'on n'avait pas le droit à Zoom et tout ça. Hein. Nous, on a des outils institutionnels qui nous sont attribués. Dans le cadre de la RGPD, on est obligé de les respecter. Donc, souvent, c'est assez fragile, donc on ne peut pas connecter 35 caméras. Donc, on ne les voyait pas. C'était très compliqué pour nous. C'était souvent des écrans noirs. Mais néanmoins, ils osaient participer. Et puis l'autre bonne surprise, enfin moi que j'ai adoré, c'est c'est le temps. En fait, on a eu du temps, quoi. On a eu du temps. Une fois l'échéance, par exemple, avec les terminales passées du bac, on a pu finir le programme, mais de façon intelligente. Ça va être la première fois de ma vie en 35 ans que je n'ai pas cette angoisse obsessionnelle de finir à tout prix, dans tel délai, en cavalant. Là, au moins, on mettait tout le sens qu'on souhaite y mettre d'habitude. On a pu le prendre. Ce temps, on a pu le prendre. Et on a eu des élèves qui venaient en nous disant oh, « mais c'est un plaisir parce qu'on ne court pas, il n'y avait pas d'évaluation sommative et d'évaluation de type bac obligatoire. Donc, en fait, il n'y avait pas cette pression de la note. Et ça, franchement, ça m'a ouvert, moi, des tas d'horizons
que j'ai particulièrement apprécié. Bon, c'est une parenthèse, mais parce que c'était un peu un bain de jouvence dans un marasme hein, quand même. Mais n'empêche que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que très tôt, et j'en finis là, en ce qui concerne mon lycée, l'équipe d'histoire géo s'est adressée à ces IPR, ces inspecteurs pédagogiques régionaux, en disant voilà, nous on s'inquiète de la rentrée. Ce qu'on veut, c'est faire des propositions pédagogiques. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'on parle pédagogie. Il y a la question sanitaire, mais il y a une question pédagogique. Comment on fait à la rentrée pour compenser ce temps perdu, pour aider les élèves, pour répondre à leurs angoisses, parce qu'elles n'ont pas tardé à se manifester, mes collègues le diront sûrement, mais dès cette semaine. Et donc, on veut des allègements de programmes, parce que c'est absurde, on a des problèmes pantagruéliques qui sont intenables dans les délais qu'on connaît. Et donc, donnez-nous les moyens de vous faire des propositions, faites confiance à notre expertise et réunissons-nous pour travailler sur l'après. À ce jour, nous n'avons strictement eu… Alors, les IPR nous ont répondu hein, qu'ils étaient d'accord, mais que, évidemment, ils étaient tenus par les décisions ministérielles et qu'ils ne pouvaient rien faire. Mais à ce jour, du point de vue pédagogique, on n'a strictement rien. On n'a aucune réponse. On a des réponses sanitaires. Enfin, des réponses sanitaires. On nous dit mettez les masques H24 et un peu de gel quand il y en a. C'est tout, hein, ça se limite à ça. Mais du point de vue pédagogique, à ce jour, on n'a aucune réponse. On nous dit évaluez-les. Bon, on ne sait pas trop ce que ça donnera. Et on nous dit on maintient les dates du bac, on maintient les épreuves de spécialité au mois de mars, comme si les élèves n'avaient pas arrêté l'école pendant 6 mois. Voilà. Donc, moi, c'est un peu sur cette note-là que je souhaite finir cette première intervention. Merci pour ce témoignage. Philippe Patrolot, en tant que militant pédagogique, quel bilan vous dressez de cette période? Voilà, alors je vais commencer par une anecdote. En fait, j'ai eu un accident du travail dont l'arrêt de travail se terminait le 16 mars précisément. Fin de la blague. Donc, vous voyez que je n'ai pas vu d'élèves depuis le mois de janvier et j'ai enchaîné directement avec, donc avec l'enseignement à distance. Alors, je ne vais pas redire ce qu'a dit Nathalie parce que pour les 9/10 de ce qu'elle a dit, je le partage entièrement. C'est exactement le même vécu que j'ai eu avec mes élèves de ma banlieue à moi, qui n'est pas si loin que ça de celle où elle est. J'enseigne à Savigny-sur-Orge dans l'Essonne. Alors, je voudrais prendre juste un tout petit peu de recul. En fait, cette crise du Covid, c'est vraiment un choc systémique qui a bousculé l'école dans tous ses aspects. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais un jouet, on tirait sur une ficelle et tout bougeait en même temps. Et ben, là, c'est un petit peu pareil. Ce qui s'est passé, c'est que ça a secoué l'ensemble de l'école. Alors, avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, la première bonne nouvelle, j'ai envie d'insister sur ça d'abord, c'est qu'en fait, on disait des enseignants qu'ils étaient rétifs au changement, conservateurs, etc. Et ils se sont montrés inventifs, ils se sont montrés innovants, ils ont même découvert aussi, parce que moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a frappé, à contrario, la nécessité de se concerter, parce que malheureusement, souvent, cette concertation n'a pas existé avant le confinement et on s'est rendu compte ensuite que ça posait bien des problèmes d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose, c'est que ça a percuté le métier de manière extrêmement importante. Quand on est… alors évidemment, un ordinateur n'est pas une classe, mais quand on est justement là, on voit bien que le pur magistral, frontal, etc. ne suffit pas parce que ce qui est derrière l'écran, c'est-à-dire l'élève, ben, on ne sait pas s'il comprend ou pas. Et donc, il faut se préoccuper de cela. Et donc, notre enjeu en tant qu'enseignant, c'est de faire apprendre. Et là, ça suppose effectivement un petit renversement de perspective. Et je pense que la quasi-totalité des enseignants a su le faire. Donc ça, c'est vraiment un aspect très important sur lequel je voulais insister. Deuxième bonne nouvelle, et moi je pense que c'est une bonne nouvelle, on peut se débrouiller sans la hiérarchie. La hiérarchie a montré d'une certaine manière sinon son inutilité, du moins son décalage complet avec la réalité du terrain. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit nous rester en tête pour la suite, pour les perspectives. Je pense qu'on ne peut, le jacobinisme, la verticalité avec la pensée magique de Blanquer qui ne cessait de nous dire tout est prêt, etc.
et qui pensaient à notre place. Hein. Blanquer, c'est un peu, je pense, donc tu suis. Tout ça, ça a sauté, ça a volé en éclats. Et les paroles ministérielles faisaient rire tout le monde, enfin rire jaune bien sûr, mais faisaient rire tout le monde. Et ça, c'est quand même là aussi d'une certaine manière une bonne nouvelle sur la nécessité de redonner du pouvoir d'agir. Et le mot a été tellement malmené qu'il faut lui redonner son sens véritable, donner de la confiance aux enseignants. La véritable école de la confiance, elle est peut-être là. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est très important pour moi. Alors, les mauvaises nouvelles, c'est quoi par rapport à cette crise du Covid? Il y en a plein, mais on a bien vu aussi quand même la force d'inertie, du retour en arrière, le poids des examens. Il fallait finir le programme, vous vous rendez compte? Le bac, toutes les tergiversations qu'il y a eu autour du bac, etc. Alors que, évidemment, ça percute bien sûr la manière de concevoir les programmes, de concevoir ce qu'on va faire avec les élèves. Moi, par exemple, quand mes élèves ont compris qu'à 95%, ils avaient déjà le bac, comment je réagissais avec eux? Qu'est-ce que je faisais avec eux? Et ben, je leur ai dit, voilà, on va continuer en insistant sur les compétences qui seront importantes pour vous pour le sup. Et finalement, ils ont suivi. Alors évidemment, le problème, et ça aussi c'est une très très mauvaise nouvelle, c'est que la crise, elle a amplifié des inégalités. Elle ne les a pas révélées, on les connaissait déjà malheureusement, mais elle les a amplifiées. Inégalité matérielle, Nathalie l'a dit tout à l'heure, mais inégalité aussi du rapport à l'école. Alors ça, c'est évident que tout le monde n'a pas le même rapport à l'école et la même manière de s'impliquer dans l'acte d'apprendre. Et ça aussi, il faut arriver à bien le penser pour la suite, parce que ça devient un impératif encore plus important. J'ai envie de dire que la période dans laquelle on est, mais j'anticipe sur la deuxième partie du débat, c'est-à-dire sur les perspectives, là, dans la période qui vient, ce qu'il faut, c'est justement se saisir de cette question, et collectivement, parce que ça nous a profondément manqué durant la période du confinement et de l'enseignement à distance, et collectivement, il faut s'emparer de cette question des inégalités et penser. Alors, j'emprunte la formule à Philippe Mérieux qu'il avait utilisée dans une tribune, mais on ne peut pas penser l'école d'après avec la pédagogie d'hier. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, l'enjeu de demain, mais je suis déjà en train d'anticiper sur la suite du débat et je m'arrête là. Super, merci. Alors, il y a un Michael qui voudrait parler. On va tout de suite, puisque c'est un débat inversé, on va tout de suite prendre sa… Oui. Bonjour. Michael. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. On a pris la rencontre en cours de route, on finissait le repas, donc voilà, désolé. Pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe Vatrello, moi je ne vais pas me cacher, hein, je suis militant à Génération, au comité éducation. Effectivement, on avait publié une tribune intitulée Rentrée d'après, ministre d'avant. C'est tout le problème, effectivement. On fait comme si il ne s'était rien passé, business as usual, alors que justement tout nous force à penser que il faut agir différemment. Et donc, il faut penser aussi une transition éducative. Maintenant, sur l'expérience du Covid, en tout cas de l'enseignement en période de Covid, eh bien, on a tous expérimenté la même chose. Je me suis beaucoup retrouvé dans le premier témoignage. Et moi, je trouve aussi ce qui nous pose de sérieux problèmes, c'est qu'on a très peu la possibilité de faire un état des lieux de la situation actuelle, de la situation sanitaire actuelle. Le ministère sous-évalue les chiffres et du coup, nous, là, pas dans le militantisme politique, mais dans le militantisme avec les camarades, il a été décidé de mettre en place une carte interactive. Je ne sais pas si vous avez vu ça, une carte interactive recensant tous les cas et toute la manière dont on gère la situation. Et autre chose aussi, là, d'un point de vue plus institutionnel, là, c'est peut-être plus ma compagne qui pourra en parler. Après, je ne sais pas si elle osera le faire, j'en sais rien. Mais je sais que la DARES, par exemple, est en train de mener une enquête sur les risques socio-professionnels liés au Covid. Je sais pas, peut-être que… Oui, en fait, c'est une enquête qui est express, qui va être menée… alors voilà, qui n'est pas spécifique éducation nationale et je ne sais pas encore dans quelle mesure l'éducation nationale va être
être incluse dedans d'un point de vue échantillon, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de faire le point sur tout ce qui est qu'est-ce qui s'est passé vraiment pendant la crise, donc pendant le confinement, qu'est-ce qui se passe maintenant, comment on va faire ensuite, les impacts sur les risques psychosociaux, l'organisation du travail, les conditions de travail, et ensuite pouvoir justement avoir une meilleure visibilité sur, voilà, sur l'impact de tout ce qui se passe. Alors voilà, ça c'est sur l'ensemble des salariés que ça va être fait. Est-ce qu'il va y avoir une extension éducation nationale et quelle est actuellement la collaboration avec l'ADEPE? C'est vrai que je ne suis pas du tout capable d'en parler, je pense que ce n'est pas le lieu. Mais voilà, effectivement, ce serait intéressant que pour les enseignants aussi, ce type d'enquête et d'études ait lieu pour, voilà, pour tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Donc, n'hésitez pas si vous voyez des points qui pourraient être abordés dans ces enquêtes. Voilà, parce que c'est vrai que enfin, voilà, vos témoignages sont assez forts et permettraient de nourrir ce type d'enquête. Merci, merci. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui demande la parole, mais on va quand même finir l'état des lieux avec Philippe Mérieux et Frédéric Savicki, et puis ensuite on donnera la parole à Isabelle. Alors, Philippe Mérieux, en tant que chercheur en pédagogie, qu'est-ce que cette crise a révélé du système éducatif français? Oui, alors je suis totalement d'accord avec ce qu'ont dit Nathalie et Philippe, et je ne peux que confirmer leur analyse. Moi-même, je suis un peu décalé par rapport à eux parce que je ne suis plus enseignant en exercice et je suis surtout intervenu pendant la crise du Covid en soutien aux collègues, mais plus particulièrement aux collègues de l'enseignement primaire. Donc, ils se sont exprimés du point de vue du secondaire. Je vais le faire un peu du point de vue du primaire. Ça décalera aussi un peu le point de vue. D'abord, pour dire, comme Nathalie, que j'ai été impressionné par la rapidité et l'efficacité de la mobilisation des collègues. Il faut rappeler effectivement que le jeudi, on disait les écoles ne fermaient pas et que le lundi, elles fermaient. Et que le mardi, il fallait commencer. Il fallait commencer avec les élèves. Dès le lundi, d'ailleurs, il fallait commencer avec les élèves. À titre de comparaison, l'Italie, qui s'est trouvée dans une situation extrêmement proche, a donné aux enseignants une semaine de travail et de préparation collective avant de commencer l'école à la maison, ou en tout cas l'enseignement à distance. Là, non, on a précipité les choses d'une manière extrêmement brutale, et je trouve que les collègues se sont plutôt bien adaptés, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, au risque parfois d'ailleurs d'en faire un peu trop, et de voir un certain nombre d'élèves, je parle toujours essentiellement pour le primaire, crouler sous les injonctions et sous le travail sans pouvoir toujours nécessairement faire face. Et c'est le deuxième élément, mais qui a été souligné évidemment déjà par Philippe Vattrelot, c'est les inégalités, et en particulier les inégalités matérielles liées à l'environnement, évidemment, géographique, mais aussi aux connexions, ça a été dit tout à l'heure. Et puis, pour ces élèves de l'enseignement primaire, les inégalités liées au cadre familial et au soutien que ce cadre familial pouvait leur apporter. Nous savions que ces inégalités étaient criantes, Philippe l'a dit, elles se sont avérées énormes et le chiffre de 5% de décrocheurs qui a été avancé par le ministère a été démenti très vite par la quasi-totalité des enseignants, en particulier ceux du primaire et ceux des situations un peu difficiles, parce qu'on a vécu très vite une sorte de scolarité perlée, des élèves qui se connectaient de temps en temps, qui rendaient des éléments d'une manière extrêmement irrégulière et qui parfois passaient des semaines ou une semaine complète au moins sans retrouver le contact avec l'école. Donc ces inégalités nous renvoient quand même à un problème extrêmement important que la France traite peu et traite mal. C'est celui de l'environnement familial, des inégalités en matière d'environnement familial et de la façon dont on peut les porter politiquement, dont on peut les compenser politiquement. Quelle politique en direction des familles, quelle politique pour compenser ces inégalités en termes de relations, d'explications, mais aussi en termes de soutien à la parentalité. Je crois que la France est vraiment très en retard dans ce domaine. Deuxième élément, mais je vais vraiment très vite, ces inégalités vont nous amener, vont amener les collègues à la rentrée à trouver des modalités pédagogiques particulières. Et il est clair qu'il va falloir, et ça va être très compliqué, revoir notre manière d'enseigner. Il va falloir revoir aussi le programme. Alors, comme Nathalie l'a dit, alléger sans doute le programme, ou plutôt comme Philippe l'a dit, revoir la conception même du programme.
passer d'un programme cumulatif à un programme plutôt fait sous forme d'un curriculum avec des noyaux centraux qui peuvent être déclinés d'une manière différenciée selon les élèves et selon les besoins de ceux-ci. Changer la conception même de l'idée de programme, sortir d'un programme entièrement programmatique, d'un programme qui est une programmation du travail des enseignants, un programme qui est une sorte de carte d'études qui est offerte aux enseignants et dans laquelle ces enseignants peuvent exprimer leur liberté pédagogique, bien sûr, travailler avec les élèves, choisir, mettre en place des dispositifs adaptés aux situations qu'ils vivent. Et puis, je voudrais juste terminer sur un point qui me paraît important et dont je ne suis pas sûr qu'on en ait pris la mesure, c'est que pour beaucoup d'enfants, de petits enfants en particulier, cette crise du Covid, ce confinement, ce qui s'est passé après, a eu des répercussions psychologiques. On ne vit pas impunément plusieurs semaines, plusieurs mois, en entendant parler de la mort tous les jours, comptabiliser les décès, sans contact avec les copains, sans rien de ce type-là. Et nous savons que pour un certain nombre d'élèves, cette déstabilisation psychologique est lourde. Elle est lourde à porter et se lancer maintenant, et c'est peut-être une transition pour la suite, dans une sorte de productivisme scolaire en disant « il faut rattraper les maths et le français, il faut absolument rattraper le retard », sans tenir compte de ces fragilités qui se sont exprimées, sans tenir compte de cette déstabilisation psychologique, je pense que ça pourrait mettre en difficulté un nombre significatif d'enfants. Je vais dire une chose qui n'est pas du tout originale hein, mais apprendre, c'est être capable de se déstabiliser intellectuellement, mais pour se déstabiliser intellectuellement, pour accéder à un niveau supérieur de connaissance, il faut un environnement relativement sécure psychologiquement. On ne peut pas être déstabilisé sur tous les niveaux. Si on n'a pas un environnement sécure psychologiquement, ben, on ne peut pas être déstabilisé intellectuellement. Et l'inverse est vrai aussi. Hein, si on a un environnement psychologique très déstabilisé, on va se précipiter sur des fausses vérités, sur des certitudes, sur des fake news, sur tout ce que vous voulez, et on va être très rétif à la déstabilisation intellectuelle. Les deux fonctionnent un peu en sens inverse. Pour qu'il y ait déstabilisation intellectuelle, il faut qu'il y ait une certaine stabilité psychologique. Et quand il n'y a pas de stabilité psychologique, eh bien, on refuse la déstabilisation intellectuelle avec tous les effets négatifs que cela peut avoir. Et je pense que ça, on ne l'a pas suffisamment dit, on ne l'a pas suffisamment parlé. C'est peut-être moins vrai, Nathalie et Philippe, pour le lycée, mais en tout cas pour les collègues de l'enseignement primaire avec qui moi je travaille, je trouve que c'est une question qui les préoccupe légitimement et c'est une question dont ils n'ont pas du tout le sentiment qu'elle est prise en compte aujourd'hui par les autorités de tutelle. Merci, merci. Alors, Frédéric Savicki, qu'est-ce qu'il en est du côté du supérieur? Merci de me donner la parole. Bon, alors il y a des points communs évidemment avec tout ce qui a été évoqué, mais je voudrais quand même commencer par dire que cette crise, elle est arrivée dans l'enseignement supérieur, mais probablement aussi dans l'enseignement primaire et secondaire au plus mauvais moment, puisque quand même l'université où j'étais, mais beaucoup d'universités étaient en grève pendant une bonne partie des mois de janvier et février à cause de la mobilisation à la fois contre la réforme des retraites et contre la loi de programmation de la recherche. Et du coup, ça a effectivement créé, on pourrait dire, une difficulté supplémentaire et surtout, évidemment, c'est intervenu à un moment de très forte, on va dire, mobilisation et aussi de démotivation. Démotivation des universitaires, de perte de confiance, évidemment, face à leur autorité de tutelle, ce qui, évidemment, n'était pas les meilleures conditions pour pouvoir organiser dans de bonnes situation, dans de bonnes conditions, la gestion, disons, de la fermeture des universités. Alors même que, d'une certaine façon, les universités ont, par rapport à l'enseignement primaire et secondaire, déjà plus l'habitude. D'abord parce qu'il y a des plateformes d'enseignement numérique à distance. Les étudiants, dans leur majorité, pas tous, j'y reviendrai, ont l'habitude de suivre les cours avec leur ordinateur portable. Mais effectivement, ce contexte de défiance très très fort a fait qu'à l'effet de sidération dont on a parlé tout à l'heure, s'est ajouté un profond
pourrait dire, sentiment de ras-le-bol qui a considérablement, je pense, freiné la capacité collective des collègues fatigués, usés par cette lutte, en quelque sorte, à pouvoir réfléchir collectivement à la façon de gérer au mieux, disons, les mois d'enseignement à distance qu'il fallait mettre en place. Donc ça, c'est un point important parce que je pense que une des critiques qui est souvent faite et qu'on entend face à l'incapacité des enseignants à s'organiser collectivement pour faire face, disons, aux difficultés pédagogiques, s'explique aussi évidemment par ce sentiment d'être un peu laissé à l'abandon, maltraité, et évidemment ça se paye. Alors comme en plus vous avez une ministre qui est clairement aux abonnés absents, hein, on a, alors autant il a pu être reproché à Jean-Michel Blanquer de trop parler et de se contredire en permanence ou de revenir en permanence sur ce qu'il disait, autant là il n'y a pas de problème du côté de la ministre de l'Enseignement supérieur parce qu'elle était vraiment totalement absente. Elle s'est très largement au fond abritée derrière le principe d'autonomie des universités pour laisser très largement les universités gérer elles-mêmes sans donner de réels moyens supplémentaires pour faire face évidemment aux difficultés pédagogiques. Donc chaque université, tant bien que mal, selon, on pourrait dire, l'initiative de ces équipes, les moyens disponibles, ont essayé de fournir des ordinateurs portables à des étudiants qui n'en avaient pas, qui achetaient des logiciels pour permettre effectivement des enseignements à distance, qui pour mettre en place une cellule d'assistance psychologique pour les étudiants, mais de façon très, très désordonnée, etc. Donc, moi, ce qui me frappe par rapport à cette situation, c'est que rien n'a été fait pour rétablir la confiance, c'est moins qu'on puisse dire, puisque, évidemment, la ministre a persévéré et a continué à faire avancer un projet de réforme de l'enseignement supérieur qui prévoit, pour aller très vite, une précarisation accrue du personnel. Et elle a persévéré dans cette attitude qui consiste à laisser très largement les universités décider elles-mêmes sans moyens supplémentaires de la façon dont il convenait d'aborder la rentrée. La directive du ministère de l'Enseignement supérieur sur les mesures sanitaires date du 6 août, je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin 6 août, personne n'était là, les universités étaient fermées, et là, elle a pris la parole il y a quelques jours pour annoncer l'ouverture de places dans des conditions qui restent à préciser, et en indiquant que les mesures sanitaires pour la rentrée seraient annoncées dans les prochains jours, alors même que la rentrée dans les universités, c'est en ce moment ou c'est la semaine prochaine. Donc, moi, je dresse autant on peut être relativement indulgent, me semble-t-il, sur la façon bricolée, on va dire, et désorganisée, anarchique même, dont les établissements, les collègues ont dû faire face, tant bien que mal, à l'arrêt des cours au printemps, autant la manière dont s'est préparée cette rentrée est absolument calamiteuse. Et évidemment, les informations dont on dispose actuellement sur l'activation et la circulation du coronavirus, en particulier chez les populations les plus jeunes, laisse beaucoup aujourd'hui d'universitaires, mais aussi d'étudiants, de personnel administratif, très très largement désemparés. À partir de là, je pense qu'il faut absolument qu'on réfléchisse, comme ça a été proposé aussi pour l'enseignement, sur la manière de... Qu'est-ce que ça signifie l'autonomie vraiment des universités? Est-ce qu'il faut donner plus d'autonomie aux établissements et aussi aux équipes enseignantes dans l'enseignement primaire et secondaire pour à la fois innover pédagogiquement et travailler davantage en groupe. Bon, voilà, autant de questions qui sont des vrais défis si on veut avancer des idées innovantes et véritablement émancipatrices, mais qui sont devant nous. Voilà, pour être le plus rapide, le plus schématique possible, ce que je peux dire pour lancer la discussion. Merci, merci. Donc Isabelle a levé la main depuis un certain temps. Isabelle? Vous m'entendez? Oui.
Oui, bonjour à tous. Je voulais dire beaucoup enfin, Frédéric a dit beaucoup de choses que je pensais éventuellement apporter au débat. Je ne vais pas revenir sur effectivement l'impéritie totale, nous, de notre ministère, enfin, c'est absolument hallucinant, qui est probablement lié aussi par ce que disait Frédéric, c'est-à-dire le mouvement dans les universités qui commençait à monter fortement autour de cette loi, la LPPR, qui est soi-disant les 25 milliards pour la recherche et la grande ambition, et qui est en fait du bullshit total. Hein. Enfin, il faut vraiment avoir clairement les choses en tête, c'est-à-dire que c'est du fric promis pour que les suivants le donnent éventuellement, donc c'est-à-dire c'est rien, et en revanche, derrière, un gros paquet, une grosse voiture balai de remise en cause, enfin de coins dans le statut des universitaires, hein, et donc de précarisation potentielle. Donc il y avait un mouvement qui prenait là-dessus. Je pense qu'il y a une énorme inquiétude sur une mobilisation des jeunes, ce qui m'amènera à mon deuxième point, pas forcément des étudiants, mais des jeunes de manière générale. Et puis, il y avait une troisième chose qui était la grande question, l'une des grandes questions en ce moment de la recherche et de l'enseignement supérieur, c'est la question de l'emploi. Hein. C'est 40% de baisse de recrutement dans les labos de recherche publique et à l'université. Donc, c'est un énorme problème et je pense qu'il y avait une volonté de faire monter les instruments numériques pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire pour des raisons de substitution à du présentiel, et comme le disait Nathalie Coste, à aucun moment ça peut remplacer une présence humaine. Donc, ce contexte, ces trois éléments ont probablement joué pour qu'on ait une ministre qui ne dise rien. Donc, il y a un moment, on pensait vraiment que les boîtes de nuit allait réouvrir avant les universités. Enfin, c'était de ce niveau-là, et on se disait, mais... Et donc, une absence totale de discours, une absence... Et alors, en plus, comme il y a un élément qui est beaucoup d'équipes présidentielles dans les universités sont en renouvellement, vous avez en plus une absence de parole des équipes des directions des universités. Donc là, la rentrée arrive, et moi, donc là, je mets ma casquette d'universitaire, on est dans un flou, mais total. Et c'est pas que ça va commencer, c'est que ça a déjà commencé. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai une filière dans laquelle j'enseigne. Les cours ont commencé, il y a une étudiante qui est arrivée, qui n'était pas masquée. Hein. Résultat, l'effectif est contaminé, et donc, enfin, est contaminé. Enfin, elle était porteuse Covid, donc ils sont en quarantaine, et voilà. Et sinon, l'autre partie rentre la semaine prochaine, et on a mardi, non, rentre le 14, hein, on rentre les L1, ça commence le 14, et on a la semaine prochaine, mardi, une réunion pour savoir si c'est du présentiel ou pas du présentiel. Donc c'est vraiment pas possible, quoi. C'est le premier élément. Deuxième élément, la situation des jeunes. C'est une alerte rouge écarlate, hein, la situation financière des jeunes. Je discutais avec une jeune dans une table ronde qui faisait état du fait qu'elle bossait, qu'elle avait 8 emplois pour se payer ses études, parce que c'est une réalité des étudiants aujourd'hui. Il y en a plein, et notamment au premier cycle, il y en a plein qui bossent. Et il y a un élément qu'on ne mesure pas, c'est le travail au noir chez les étudiants. Je lui ai posé la question, mais ça représente combien le travail au noir dans vos 8 jobs? Elle m'a dit, ça représente 80% de ma rémunération. Ça veut dire que ces jeunes, il n'y a aucun filet de sécurité qui va venir en plus. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument un RSA ouvert aux jeunes. Enfin là, c'est une urgence totale. Donc on a des situations qui sont des situations de très grande précarité des jeunes, là, qui vont continuer. Hein, et c'est pour ça que je parlais de mobilisation de la jeunesse, parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez faim, la mobilisation, là, la colère, elle n'est pas tout à fait de même nature que quand vous n'avez pas faim. Et c'est face à ça qu'on va être. Hein. Je suis prof à Paris 13, c'est-à-dire à Villetaneuse. Hein. Donc c'est une réalité. Et puis troisième élément, la difficulté quand même et les inégalités. Il y a des inégalités majeures dans le SUP, il y a un sous-financement absolument chronique de l'enseignement supérieur, des baisses. Alors c'est compliqué, il faudrait rentrer dans les détails, mais si on prend un critère qui est le financement par étudiant, on voit qu'il baisse
ce financement. Et là, mea culpa hein, du quinquennat précédent, il baisse. Il n'a pas baissé pour les étudiants des écoles. Donc ça renvoie à cette disparité absolument terrible, terrible, à cette injustice terrible, hein, parce qu'il y a une assignation quand même. C'est pas une histoire de mérite, c'est regarder les pourcentages d'enfants d'ouvriers ou de milieux défavorisés qui réussissent dans les écoles. C'est plus une histoire de mérite, c'est une histoire d'assignation sociale. Donc voilà, sous-financement, inégalité, et puis ça donne des échecs. Alors là, je fais part de mon ressenti, comme je suis une vraie militante de l'université, je garde des amphis en première année. Donc j'ai testé la visio première année pour des étudiants de Paris 13, c'est à chialer. Vraiment, c'est à chialer. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'étudiants directs, vous ne savez pas dans quelles conditions ils sont, parce que c'est des écrans noirs et que voilà. Et donc un taux de présentiel, c'était, je ne sais même pas, c'est du 2%. Voilà, des étudiants qui sont peut-être qui sont équipés, mais ils sont équipés en partageant avec toute la fratrie dans des conditions matérielles qui ne sont pas possibles, sans parler de tous ceux qui ont dû bosser encore plus qu'avant, étant donné ce que j'ai dit avant. Donc, c'est un sentiment, mais d'échec terrible, et on a beau faire, enfin moi j'ai essayé, hein, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais c'est vraiment un sentiment d'échec terrible. Donc là, il y a vraiment une alerte rouge sur l'université, et donc il faut vraiment qu'on fasse attention, parce que c'est notre avenir là qui est en jeu. Voilà, donc c'était un peu un cri d'alerte que je voulais lancer, mais qui est très cohérent avec ce qu'a dit Frédéric. Je vous remercie. Merci. Donc, on a bien compris que ce qui vous préoccupait tous, c'est l'inégal accès aux technologies, au savoir, à l'accompagnement des parents, et ceci de la maternelle jusqu'à l'université. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser cette situation, pour améliorer la situation de l'école et de l'université? Alors, Nathalie Coste. Oui, bon, écoutez, alors déjà, effectivement, moi, je me suis retrouvée complètement dans tout ce qui a été dit par les uns et par les autres, et c'est un tableau qui, de la maternelle jusqu'à l'université, à la fois est globalement évidemment inquiétant, mais a une logique qui est la même partout, et qui, à mon avis, est une logique qui s'est tissée de longue date et qui est en train de s'accélérer depuis 3 ans. La première chose que je voudrais dire, c'est que, et je ne crois pas trahir l'ensemble des collègues, même si évidemment je ne prétends pas parler en leur nom, mais j'ai 30 et quelques années d'expérience. C'est la première année où je reprends et où j'entends des jeunes collègues qui démarrent. J'ai été tutrice 50 000 fois, et c'est la première fois que j'entends des jeunes collègues me dire non, mais en fait, c'est pas possible. Je vais démissionner. On est arrivé à un niveau de défiance à l'égard de l'institution, à un niveau de perte de confiance, de perte d'estime, y compris de nous-mêmes, qui est insupportable. À un niveau de perte de sens aussi à l'égard des élèves et à l'égard des étudiants qu'on a en face de nous. Tout s'est passé pendant le confinement, et ça continue d'être comme ça, comme si l'obsession du ministère était de nous mettre sous pression, nous les enseignants, avec l'idée que de toute façon, on ne foutait rien, et que de toute façon, en gros, il fallait vérifier en permanence qu'on n'était pas en train de tirer au flanc, alors que la réalité, c'est l'inverse. Effectivement, certainement des gens qui n'ont pas été présents, mais l'immense majorité, moi j'ai un mari qui est Rased au Val-Fouré, donc je vous laisse imaginer ce que ça veut dire, Rased au Val-Fouré. Vous imaginez pas, je regardais avec lui ce que les instituts de maternelle inventaient, mais c'était un truc de dingue. Les gens ont bossé, mais comme des malades. Donc, reconnaissance zéro. Au-delà d'une reconnaissance zéro, c'est carrément de la défiance en permanence. On est suspecté de ne pas travailler, alors qu'on travaille comme des dingues. Et il y a encore une fois cette incapacité à entendre notre parole d'experts, parce que nous sommes des experts, nous sommes formés, on sait faire, on sait ce qu'il faut faire pour
pour récupérer des gamins. Et aujourd'hui, à cette rentrée, on a l'impression de vivre dans un monde parallèle. Moi, ça fait 6 mois que j'ai l'impression d'être dans une dystopie. C'est-à-dire qu'il y a la vraie vie avec le vécu, le ressenti de nos familles, de nos élèves, de nous. Et puis, il y a une parole, des mantras qui sortent du ministère, qui sont relayés en boucle par des médias dont je m'étonne au passage. La complaisance, ça, je ne comprends pas. Honnêtement, bon, quand on est prof d'histoire, on a un petit rôle d'éducation aux médias. Franchement, alors là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? Que font, alors je ne mets pas tous les journalistes dans le même sac, mais on a quand même une complaisance à l'égard d'une parole officielle qui est complètement déconnectée du réel, qui nous répète à longueur de temps que tout est prêt, que tout va bien, alors que dans la réalité, on n'a jamais été aussi mal, quoi. Donc, déjà, ça ne peut plus durer parce que ça fabrique de la souffrance. Ça fabrique de la souffrance. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Évidemment, ce n'est pas on claque des doigts et on résout tout. Moi, je ne prétends pas avoir la science infuse. Mais au minimum, écoutez la parole des experts que sont les profs et leurs représentants. C'est-à-dire que quand ils vous disent ce programme-là, aujourd'hui, l'urgence, au mois de septembre, c'est de nous donner du temps. Parce que je suis tout à fait d'accord avec Philippe Mérieux et ça concerne aussi les adolescents. On ne revient pas de vacances, quoi. Enfin, si, il y a eu des vacances, mais on ne revient pas de 6 mois de vacances. On revient d'une situation terriblement anxiogène. Je vous rappelle quand même que dans les quartiers comme le Val-Fouré, c'était 90% des familles qui n'ont pas remis les enfants à l'école, par peur. Parce qu'il y a des pathologies, il faut le savoir, qui ont touché, et bon, il y a eu plein d'études de fait, je sais que vous avez reçu Fabien Truong, il avait fait un travail là-dessus aussi. Il y a des études qui ont bien montré combien nos quartiers ont été en première ligne dans ces maladies. Parce qu'il y a des pathologies singulières, parce qu'il y a beaucoup de diabète, parce que c'était des gens qui, eux, se levaient pour aller prendre le métro et qui donc ont été contaminés très, très rapidement. Donc, nos gamins, ils ont vécu, ils ont éprouvé la maladie. Ce n'est pas juste une abstraction. Ils ont connu dans leur environnement. Donc, il y a un traumatisme psychologique. Il y a besoin qu'on revienne là-dessus. Ils ont peur de l'avenir. Il y a une perte de confiance. Mais moi, j'ai noté tout ce qu'ils m'avaient dit pendant le confinement. J'ai pris des carnets de notes entiers. Quand vous avez des gamins qui vous disent « on a 15 ans, on a peur maintenant. Vous savez, madame, on ne sera plus jamais insouciant à 15 ans. » Nous, notre rôle, c'est de leur dire « allez, hop, la semaine prochaine, on t'évalue en maths et en français. » Vous verrez que c'est ça notre rôle. Et pourtant, je ne suis pas du tout quelqu'un qui minimise ma discipline. Mais je pense que là, on a besoin de temps. On a besoin de temps pour réinstaurer un dialogue, pour refabriquer de l'envie d'école, parce qu'elle est là. Moi, je la sens présente. Ils sont contents d'être là. Nous aussi, on est contents d'être là. Si les conditions sont difficiles avec le masque, etc. Mais ils sont contents d'être là. Donc, donnons-nous du temps. Donnons-nous du temps pour dire, voilà, en petits groupes. Moi, c'est ça que j'attendais du ministère. C'est qu'ils travaillent tout l'été pour qu'à la rentrée, on ait des allègements de groupes qui nous permettent de faire tranquillement. Vous n'avez pas fait la technique de l'étude de document, vous vous êtes arrêté à tel endroit, on va la reprendre. Allez, on va la retravailler pendant un mois. Pendant un mois, on va faire ça. On va refaire des méthodes, on va se recoltiner aux documents. Même si on les a fait avec une grande partie des classes en classe virtuelle, ce n'est pas pareil. Mais non, on ne répond pas ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, voilà, le calendrier, il tombe, l'épreuve de spécialité au bac, elle sera en mars. On a un programme hallucinant. Je pense qu'en éco, c'est pareil. Des questions qui sont lourdes, qui sont passionnantes. On est content de les faire, ce n'est pas le problème. Sauf que mars, pourquoi faire mars? Qu'est-ce que c'est de mettre sous pression sans arrêt ces gosses, quoi? Ça, c'est plus possible. Toutes les organisations de profs le disent. On n'est jamais écouté. Et ça ne peut plus durer. À l'université, c'est pareil. Donc, il faut vraiment que… je n'ose même plus parler de dialogue parce que j'y crois même plus avec ce ministre. Mais qu'au moins, il y a des instances quand même, les IPR, ils pourraient être écoutés. Ils pourraient faire remonter ce qu'on leur dit. Et beaucoup sont d'accord avec nous en plus. Il y en a pas mal qui comprennent ce qu'on dit. Donc, pourquoi est-ce qu'on a cet autisme qui s'est installé et qui fabrique vraiment, j'en termine, je n'exagère pas, hein, une vraie souffrance. Les gens veulent arrêter, les gens veulent démissionner, les gens veulent partir, les gens veulent arrêter ce boulot. Alors qu'ils ont en plus tout donné, encore une fois, avec leur propre matériel au passage. Voilà, donc je m'arrête, mais déjà qu'on nous écoute et qu'on prenne en compte notre expertise de professionnels.
Merci. Philippe Vattrelot, quelle proposition est-ce que vous auriez envie de formuler pour dépasser la crise? Philippe Vattrelot. Voilà, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Voilà, donc oui, en fait, là encore, je ne vais pas redire ce qui a été dit à l'instant. Plusieurs niveaux de réflexion, plusieurs pistes possibles. Je vais commencer par des choses qui peuvent sembler triviales, mais qui me semblent importantes. J'y consacre 1 minute, mais c'est important quand même. Les enseignants ont fait cours avec leur matériel. On est une des rares professions où on vole du matériel de chez soi pour l'emmener au boulot. Et ça, c'est plus possible. À un moment, il va falloir qu'on tienne compte de l'importance de ce matériel numérique, notamment, et qu'on nous rémunère pour ça. Donc là, vraiment, je ne m'appesantis pas là-dessus, mais ça serait un minimum de reconnaissance qui me semble important. Alors, prenons maintenant un petit peu de recul là-dessus. Moi, en tout cas, juste un préambule aussi sur un mot. Il y a un terme qui m'agace prodigieusement, c'est celui d'école résiliente. Parce que quand on cherche dans le dictionnaire ce que veut dire la résilience, à propos des matériaux, la résilience, c'est revenir à la forme antérieure. Et dans le domaine militaire, ça veut dire travailler en mode dégradé. Moi, je n'ai pas envie d'une école résiliente, hein, je vous le dis tout de suite. Ce que j'ai envie, c'est plutôt d'une école qui soit profondément transformée. Et j'ai esquissé des pistes tout à l'heure, avec évidemment la prise en compte de la parole des enseignants. Et Nathalie Coste l'a dit très bien à l'instant. Donc, je pense que je n'ai pas à y revenir plus sur ce point précis du fait que les enseignants sont des experts de leur discipline, des experts de la pédagogie. Alors, ce qui n'exclut pas la nécessité non plus de travailler sur la formation, parce que cette crise a montré aussi l'importance de la formation continue, la nécessité de la formation continue. On n'est jamais expert une fois pour toutes, on n'est jamais formé une fois pour toutes. Et il me semble important justement de continuer à se former pour pouvoir aboutir à maintenir cette expertise. Ça, c'est un point important. Je prends juste un petit exemple très concret dans mon, la formation continue, ça peut être tout simplement discuter ensemble dans un établissement et échanger. Ça aussi, c'est déjà de la formation continue. Je prends un petit exemple. Dans mon lycée, hier, vendredi après-midi, on a fait une réunion sur voilà, pour parler pédagogie. La pédagogie aujourd'hui, à l'heure du masque, à l'heure d'un possible éventuel reconfinement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça, c'est déjà en soi une petite victoire, j'allais dire. Non, je ne sais pas si c'est une victoire, mais en tout cas, un signe qu'on ne peut pas laisser les enseignants comme des exécutants, mais qu'il faut bien les concevoir comme des ingénieurs pédagogiques. Or, la verticalité du gouvernement actuel, et en particulier de ce ministre Blanquer, qui cumule le fait d'être à la fois libéral et jacobin, rend les choses quand même extrêmement difficiles. Alors, le débat sur l'école, aujourd'hui, il est très pauvre. Il est, Philippe Mérieux pourrait en dire bien plus là-dessus. Il est souvent complètement binaire, complètement pollué, et notamment, on parlait des médias à l'instant, les éditorialistes, etc. Il y a des pseudo-experts de l'école. Je reprends une phrase qui avait été un peu mal comprise de Najat Vallaud-Belkacem à l'époque, ces pseudo-experts de l'école qui, parce qu'ils ont été des bons élèves, pensent qu'ils ont un avis autorisé là-dessus. Moi, ça commence à me sortir par les yeux. Dans un excellent journal, une excellente revue, et sur le site d'une excellente revue qui s'appelle Alternatives économiques, au mois de juillet, j'avais fait une proposition pour un débat citoyen sur l'école. À l'école citoyen, ça s'appelait mon article. C'est-à-dire que je pense que sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, on pourrait, par exemple, mener une convention citoyenne, un débat citoyen et argumenté sur l'école. Et je fais le pari que quand on mobilise des experts, quand on mobilise des usagers, eh ben, on arrive à dépasser ce débat binaire que je déplorais à l'instant, pardon, et on peut arriver à travailler là-dessus.
Et parmi les experts, il y a aussi les familles, il y a aussi les parents qui me semblent très importants. Je voudrais adresser un clin d'œil à une association que j'aime beaucoup qui s'appelle ATD Quart-Monde et qui a fait un travail énorme avec ceux qu'on n'entend jamais, notamment sur l'école, les familles des milieux les plus défavorisés. Et on serait bien inspiré d'aller voir ce qu'ils ont fait là-dessus, parce que ce qui me semble important dans la réussite éducative, c'est de justement faire alliance avec ces familles. Et donc, travailler dans cette piste-là, ça me semble très important. Et les autres pistes, je les ai évoquées tout à l'heure, et Philippe Mérieux l'a dit lui aussi, travailler sur le contenu de ce qu'on enseigne, travailler aussi sur la pédagogie elle-même. Et donc, ça veut dire aussi, parce que la pédagogie, c'est éminemment politique, réfléchir sur des valeurs telles que la coopération, la mutualisation, l'entraide. Cet isolement qui a été celui de la période du confinement nous montre bien la nécessité de l'entraide, la nécessité de tenir compte de l'autre, etc. Et donc, il faut absolument travailler là-dessus pour qu'on puisse justement éviter que les écarts se creusent encore plus. Donc voilà, c'est en gros ce que je veux dire là-dessus. Et je terminerai juste par un point qui a été abondamment développé par Nathalie, mais ça me semble important, c'est qu'on est en effet dans un climat aujourd'hui qui est un climat de repli, de méfiance, on parlait de confiance tout à l'heure, de méfiance et même de défiance des enseignants à l'égard de leur ministre, à l'égard de la politique qui est menée. Et ce que je crains, c'est s'il n'y a pas de réponse à ce malaise enseignant, qui est lui aussi bien plus profond que simplement la période récente, s'il n'y a pas de réponse à ça, ce que je crains plus que tout, c'est le repli cynique des enseignants, l'aquabonisme. Je pense que c'est là un des dangers majeurs de la période qui vient. Moi, je suis aussi ce qu'on appelle un militant pédagogique, Nayri le rappelait tout à l'heure, et moi, je crois à l'optimisme de l'action, mais le pessimisme de la raison me conduit aussi aujourd'hui à être finalement quand même très, très nuancé dans mon propos, mais je reste convaincu que c'est par la création de collectifs enseignants, par la prise en compte du fait que l'école doit être un débat citoyen, doit être l'affaire de tous et pas seulement de quelques experts, technocrates ou scientistes, que l'on parviendra à s'en sortir. Merci beaucoup. Je signale que ça faisait partie, que l'un des participants avait aussi proposé une convention citoyenne pour l'école dans le chat, et que Edwige nous signale qu'à la Maison de l'UNESCO à Paris les 19 et 20 novembre prochains, 2 journées ouvertes à tous sur prendre le temps de penser à l'école seront organisées. Alors, Philippe Mérieux. Mon article était de juillet. Qu'est-ce que vous proposez pour dépasser la crise? D'accord. On ne vous entend pas. Autant pour moi, j'avais arrêté aussi mon micro pour ne pas avoir des bruits parasites. Oui, je partage très largement les analyses. On a rarement vu une situation de rupture aussi grande depuis très longtemps entre un ministère, et je dirais un ministère parce que c'est le ministre, mais c'est aussi toute une série d'institutions qui tournent autour du ministre et qui sont extrêmement inféodées et qui ont été complètement caporalisées par le cabinet du ministre, ce qui me semble une situation assez inédite, même au regard de périodes antérieures. Donc, une rupture entre une sorte de superstructure et puis une masse d'enseignants qui ne se sentent plus ni incarnés ni représentés, qui ne voient plus dans cette superstructure une légitimité quelconque. Et ça, je crois qu'il faut le reconstruire, effectivement. Alors, on propose une convention citoyenne, pourquoi pas. Je pense en tout cas qu'il y a là quelque chose qui doit être travaillé d'une manière très forte et au plan politique. Parce qu'au plan politique, on a quand même, Philippe l'a évoqué il y a un instant, une alliance extrêmement étonnante d'un caporalisme extrêmement fort et d'un libéralisme tout aussi important. Alors, on peut se dire que caporalisme et libéralisme ne sont pas nécessairement corollaires l'un de l'autre. Si, je pense qu'ils peuvent être parfaitement corollaires l'un de l'autre et qu'ils vont ensemble vers un système où la concurrence dans les procédures, sans interrogation sur les finalités, va en réalité vers une vision extrêmement marchande de l'éducation.
Le caporalisme, il est dans le fait qu'on impose des procédures exactement identiques à tout le monde et qu'on met les gens en concurrence dans l'utilisation de ces procédures pour voir ceux qui réussissent le mieux et ceux qui réussissent le moins bien. Et puis, on finance éventuellement ou on donne un bonus à ceux qui réussissent le mieux. Et ceux qui réussissent le moins bien, eh bien, ce sont les derniers de cordée, comme le disait un personnage célèbre. Donc, je crois qu'il y a une logique là, qui est une vraie logique politique, qui n'est pas simplement à l'œuvre dans l'éducation nationale, qui est à l'œuvre évidemment à l'université, peut-être encore plus d'ailleurs, qui est à l'œuvre dans la médecine, qui est à l'œuvre dans le travail social et qui me semble devoir être interrogée au fond. Alors après, il y a des propositions concrètes qu'on peut faire. La première des propositions concrètes a été faite par Isabelle tout à l'heure. Oui, bien sûr, un RSA jeune. Oui, bien sûr, repenser le revenu universel et le repenser très tôt pour permettre à des jeunes de ne pas courir de petit boulot en petit boulot. Oui, bien sûr, repenser la place de l'apprentissage, par exemple, et arrêter d'en faire, selon la lubie ministérielle actuelle, la panacée absolue à toutes les difficultés. Nous savons bien que l'apprentissage aujourd'hui est clivé entre un apprentissage de luxe pour devenir ingénieur télécom d'un côté, c'est-à-dire qui finance les études de gens qui n'auraient pas du tout besoin qu'on finance leurs études, et puis un apprentissage de récupération qui se fait avec des élèves en grande difficulté et en grand échec. Cette imposture sur l'apprentissage, il faut la dénoncer et il faut approfondir cela pour repenser un enseignement professionnel à la hauteur des enjeux de notre pays. Et un enseignement professionnel qui fasse sa part belle à l'enseignement général aussi, qui ne sacrifie pas, comme cela a été le cas, des pans entiers d'enseignement général au prétexte que ce sont des jeunes qui vont aller exercer un métier avec leurs mains, comme si nous n'exercions pas tous un métier avec nos mains. Il faut évidemment repenser la question de la gestion financière du système. Nous sommes quand même dans un système où l'argent va aux riches. L'argent va aux prépas et pas aux universités. L'argent va aux élèves de collèges de centre-ville et pas aux élèves de collèges d'éducation prioritaire. Parce que si on regarde le budget consolidé des collèges de centre-ville, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas de contractuels, pas de vacataires et plein d'options, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, malgré la dotation supplémentaire qu'on donne aux élèves des réseaux d'éducation prioritaire, ils reçoivent beaucoup moins du contribuable français que les élèves de centre-ville. Donc, repenser cette question de proportionner les dotations au budget consolidé des établissements privés sous contrat inclus, évidemment, aux difficultés sociales des élèves qui sont scolarisés dans l'établissement. C'est quelque chose qui est proposé, qui a été travaillé, sur lequel on a même des modèles économiques à disposition. Et je pense qu'il faudrait qu'on porte très fort ce type de proposition. Alors après, dans l'organisationnel, mais je vais très vite, il y a ce que disait Philippe et qui me paraît très important, intégrer le travail collectif des enseignants dans leurs obligations de service. On sait qu'il y a là quelque chose de fondamental et on l'a vu avec le Covid. L'enseignement, ce n'est pas une juxtaposition d'individus qui travaillent chacun les uns à côté des autres, ni dans la classe, ni dans la salle des profs. C'est des gens qui travaillent ensemble. Et la reconstruction de ce collectif-là, maintenant, elle s'impose. Elle s'impose non pas en mettant des systèmes d'évaluation permanente, comme on voit que c'est en train de se profiler, mais en donnant aux gens du temps et en acceptant que ce temps fasse partie de leurs obligations de service pour qu'ils travaillent, pour qu'ils élaborent. Et je pense en particulier aux fameuses évaluations en primaire qui sont en train de fondre sur les élèves, qui vont ajouter inutilement au stress de ces élèves et qui sont contre-productives au possible dans la mesure où elles ne sont pas articulées à une réflexion des enseignants sur les remédiations, sur une pédagogie différenciée, etc., etc. Bon, on pourrait continuer. Moi, j'ai le sentiment aussi, et c'est un point très fort pour moi, que cette crise sur le plan civilisationnel a révélé la fragilité du monde et la nécessité plus que jamais de la solidarité des humains. Et je pense que l'école ne peut pas faire l'économie d'intégrer cela à l'intérieur de son propre programme, de ses programmes et de son fonctionnement. La fragilité du monde, ça veut dire qu'il faut faire plus de place
aux questions de l'écologie dans les enseignements fondamentaux, plus de place qu'aujourd'hui, pas simplement une initiation avec un statut un peu particulier. Et puis la question de la solidarité, nous savons bien que nous n'en sortirons que solidaires. Tout le monde le dit, mais solidaire aussi à l'école. Et commençons par l'école, la solidarité. Alors, on a des modèles. On a le modèle de la pédagogie de la coopération, de la pédagogie freinée. On a des modèles. Et puis, je terminerai d'un mot en disant, moi, j'ai été très frappé pendant cette crise sur de la montée en charge des fake news, des théories du complot. J'ai vu des choses absolument hallucinantes, même si je ne suis pas un turiféraire de la 5G, était affiché à la mairie de la ville où je suis aujourd'hui, un document disant que le Covid était la conséquence du déploiement de la 5G avec des soi-disant références scientifiques. Enfin, c'est quelque chose d'hallucinant. Et donc, par rapport à ça, il y a un vrai travail à faire sur l'initiation à la pensée critique, quoi. L'initiation à la pensée critique et à faire de cela un des fondamentaux du programme. Intégrer l'idée qu'on ne donne pas aux élèves des certitudes, mais on leur donne la possibilité de chercher la précision, la justesse et la vérité, et qu'on remplace leur désir de toute puissance, posséder la solution immédiatement et tout de suite, par le désir de travailler en commun à l'élaboration de quelque chose qui fasse avancer chacun et tous. Mais ça, c'est une question pédagogique qui apparemment concerne chacun des enseignants, mais qui en réalité concerne l'organisation même à la fois des programmes, des équipes, la place des documentalistes, par exemple, dans ces équipes-là, la place du numérique, la place des GAFAM dans le numérique. Moi, je fais partie de ceux qui sont quand même extrêmement choqués par le fait que nous ayons encore des accords avec des GAFAM qui, aujourd'hui, ne payent pas leurs impôts en France et sont les grands vainqueurs financiers de cette crise, et que même nous, là, nous utilisons Zoom. Alors qu'il y a des logiciels libres qui existent. Il y a Starleaf, il y en a d'autres. Nous en avons mis en place les mouvements d'éducation populaire qui échappent, tout en respectant d'ailleurs la RGPD, qui échappent à toute récupération commerciale. Je pense que là, nous avons un vrai travail à mener et un travail militant pour imposer un modèle contributif, comme disait notre très cher et disparu Bernard Stiegler, un modèle contributif du numérique comme alternative à un modèle individualiste et commercial du numérique. Ça, c'est un sacré beau chantier pour les écoles et les universités. Merci beaucoup. Alors, Frédéric, quelles sont les propositions pour l'université? Frédéric Savicki. On vous a perdu. Non, non pas, on ne m'a pas perdu, c'est parce que je n'ai pas mis le micro. Oui, je dis beaucoup de choses ont été dites, notamment sur effectivement la question du revenu de base pour les étudiants. Je pense qu'aujourd'hui, justement, après cette crise, on a bien mesuré les inégalités considérables d'équipement informatique et puis évidemment les problèmes liés au fait que beaucoup d'étudiants sont contraints de jongler avec des horaires d'emploi qui évidemment les empêchent de suivre normalement leur cursus. Donc là, il y a un énorme effectivement effort à faire. Alors, ceci dit, d'un point de vue plus, j'allais dire, micro, moi je pense qu'il faut à tout prix que cette crise nous amène à quand même tirer un bilan positif, en tout cas pour ce qui est de l'université, de l'utilisation des outils numériques, avec toutes les conditions qui viennent d'être rappelées par Philippe Mérieux, c'est-à-dire ne pas se donner corps et âme aux GAFAM. Mais il me semble quand même effectivement qu'on a pu mesurer à quel point le numérique pouvait devenir, à travers des expériences qui ont pu être faites, un instrument particulièrement adapté pour tout un certain nombre d'enseignements. Et je pense notamment pour les enseignements à l'université de cycle supérieur, c'est-à-dire de second et de troisième cycle, où par exemple on peut
faire une conférence ou un séminaire avec un collègue qui est de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Manche ou à l'autre bout de l'Europe, où on peut plus facilement aussi permettre aux étudiants de poser des questions comme on le fait là dans le chat. Bon, voilà. Donc, pour les réunions aussi, ça fait gagner un temps fou, etc. Donc, il y a quand même des choses très positives qui sortent de ça et qui doivent nous amener à savoir quel usage finalement, comment on domestique ça. Et moi, il me semble que la principale conséquence de ce constat, c'est qu'il faut mettre le paquet du présentiel sur le premier cycle, en particulier sur la première et sur la deuxième année, qu'il faut à tout prix diminuer le volume d'enseignement en cours au profit du travail dirigé en présentiel. Or, toute la structure de l'université française fait que les cours sont plus prestigieux que les TD, les cours sont faits par des professeurs ou des titulaires maîtres de conférences, et les TD sont faits par des doctorants, par du personnel contractuel qui évidemment est très mal payé, 40 € de l'heure pour un enseignement sans prendre en compte la préparation, la correction, etc. Enfin, c'est absolument, enfin, c'est un sous-SMIC. Donc du coup, ce sont évidemment des enseignements qui sont très mal ou de façon très aléatoirement bien dispensés. Hein. On donne finalement les enseignements les plus stratégiques aux enseignants les moins bien rémunérés et les moins bien formés. Donc il faut repenser complètement tout ce système-là. Hein. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix redonner en quelque sorte du prestige et de l'intérêt à l'enseignement en petits groupes et en travail dirigé, et considérablement baisser la voilure des cours magistraux, en particulier donc pour le premier cycle, ce qui suppose aussi de changer le mode de calcul des services. Hein. On en parlait tout à l'heure, je crois que c'est Philippe Mérieux qui en disait un mot sur le fait qu'il fallait faire rentrer le travail collectif dans l'obligation de service et dans le calcul du temps de travail. Mais à l'université, évidemment, si vous faites un cours, c'est équivalent d'une heure et demie de TD. Bon, donc évidemment, vous avez moins de correction de copies, etc. Donc il faut changer complètement notre pédagogie de ce point de vue-là, à condition effectivement que les étudiants aient à côté des bibliothèques virtuelles aisément accessibles, des équipements informatiques performants, et que évidemment on donne toutes les garanties aux enseignants-chercheurs qu'on ne va pas en profiter, comme on fait depuis maintenant 10 ans, pour diminuer le nombre de postes, parce que les enseignants sont des enseignants et des chercheurs, et la logique de la promotion fait que c'est d'abord par le travail de recherche qu'on est évalué et promu, donc on sacrifie évidemment tout l'aspect pédagogique, donc il faut repenser tout ça. Donc il y a quand même, me semble-t-il, disons de tout ça, non pas des raisons d'espérer, mais des propositions très concrètes qu'on peut faire et qui doivent à terme changer complètement le rapport pédagogique. Il n'est pas normal que c'était déjà Pierre Bourdieu dans son célèbre article sur les grandes écoles qui le montraient sur les classes prépa, il n'est pas normal qu'en prépa, les étudiants soient dans des groupes de 30 à 40 à raison de 40 heures par semaine, avec un travail très régulier, très, très évalué, qu'à l'université, les étudiants qui sont souvent moins armés soient laissés à eux-mêmes, soit dans des cours magistraux, avec quelques TD faits par des gens plus ou moins expérimentés, et puis des ressources électroniques face auxquelles ils sont aussi complètement laissés seuls. Donc il faut, me semble-t-il, aller dans cette direction-là, ce qui suppose évidemment qu'on recrute maintenant des enseignants-chercheurs. On a cessé de diminuer leur recrutement au point de créer une désespérance totale chez beaucoup d'excellents docteurs et docteureux de l'enseignement supérieur. Il faut arrêter donc de vouloir faire des économies de bout de chandelle, parce que au fond c'est quand même notre avenir ici qui se joue. Donc des moyens, mais aussi en même temps effectivement un pacte, un contrat avec les universités, notamment dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui accueillent les effectifs souvent les plus importants, pour changer complètement la pédagogie. Mais pour l'instant, les enseignants-chercheurs s'y refusent parce qu'ils ont
n'ont pas confiance. Alors, on retombe éternellement sur ce problème parce que l'éducation nationale comme l'enseignement supérieur, ce sont les deux principaux ministères où vous avez des ministres qui sont contre qui sont contre finalement leur secteur, c'est-à-dire que ce qui serait inconcevable à l'agriculture, à la défense, à l'intérieur, imaginez un ministère de l'Intérieur qui ne défende pas les flics, vous imaginez un peu le scandale que cela ferait. Alors, il y a bien d'autres choses évidemment ensuite qu'il faudrait évidemment changer, notamment le grand échec qu'a été les politiques depuis 2009 d'enseignement supérieur qui visaient à rapprocher les grandes écoles et les universités. On a bien vu que ça ne marchait pas, que quand Polytechnique décidait de faire bande à part, eh bien, personne n'osait s'y opposer et sous pression du ministère de la Défense, l'Élysée fléchissait et se rangeait à ça. Donc, bon, on a cet énorme et consubstantiel problème, comme peuvent l'être d'ailleurs la concurrence avec l'enseignement privé pour le primaire et le secondaire, dans l'enseignement supérieur, qui fait qu'on a deux poids, deux mesures et que les universités sont toujours effectivement à lutter en quelque sorte contre un concurrent qui a à la fois plus de prestige, mais aussi plus de ressources publiques et ou de ressources privées, ce qui fait qu'évidemment, dans ces conditions-là, la concurrence est loin d'être loyale et où les universitaires se retrouvent finalement avec les publics les plus difficiles, avec le moins de moyens. Voilà. Donc, quelques pistes de réflexion là-dessus. Il y en aurait d'autres, mais en tout cas pour le court terme. Merci beaucoup. Alors, Yves propose aussi qu'il faut nous écrit sur le chat qu'il ne faut pas oublier le rapport de l'école aux parents et à l'éducation populaire. Alors, je vois que Michael a toujours la main levée. Est-ce que c'est parce qu'il veut réintervenir ou parce qu'il a oublié de baisser la main? Bon, je suppose qu'il ne veut pas réintervenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants pour les intervenants? Sinon, moi, j'ai une question. Ah, alors, Isabelle veut intervenir de nouveau. Isabelle. Oui, je voulais réintervenir juste sur un élément, donc sur le SUP et sur l'université. Je pense qu'il y a un élément très macro, au-delà de tout ce qu'a dit Frédéric. Il y a un élément très macro qui est, il faut quand même qu'à un moment, on réaffirme notre ambition collective d'amener plus de jeunes à la réussite. Alors, c'est compliqué parce que c'est un objectif qu'on a énormément affiché et qui n'a pas été tenu. Tous les objectifs de 50-60% d'une classe d'âge, ça n'a pas du tout été tenu. Mais là, c'est même plus affiché. C'est-à-dire que c'est un gouvernement, et c'est la première fois que vous avez un gouvernement qui n'affiche plus une ambition de mettre plus de jeunes dans la réussite, dans l'enseignement supérieur. Et donc, c'est quand même une démission totale, une démission totale, avec toujours le même prisme par ailleurs, cette même vision, et ça aussi c'est un deuxième élément qu'il faut qu'on change. L'enseignement, ça n'est pas que une formation en vue d'une insertion professionnelle. Et il y a vraiment un espèce de chape qui est tombé, de chape idéologique, qui est tombé sur tout le dispositif éducatif au sens large français, qui est, on s'est complètement déporté sur cette jambe-là, oubliant que c'était quand même des lieux d'émancipation, de transmission du savoir, et que c'est d'ailleurs le moyen le plus efficace probablement pour faire face pour des jeunes qui vont être amenés à changer probablement de secteur d'activité au cours de leur carrière, parce qu'on voit quand même que les carrières deviennent plus atypiques, moins linéaires qu'avant. Et donc, quoi de mieux qu'une forte assise en formation initiale pour réussir à faire ces sursauts. Et puis, dernier élément, on a un système éducatif qui est quand même un immense système de tri non sélectif. C'est-à-dire que vous rentrez, alors de toute façon, et puis vous sortez, et vous sortez définitivement. Et vous sortez, là où vous sortez, ça dépend quand même, comme je le disais tout à l'heure, de là où vous êtes né. Bon. Donc c'est injuste, et c'est vous sortez. Voilà, vous sortez, puis une fois que vous êtes sorti, vous revenez pas.
Et moi, je pense que c'est une erreur fondamentale, que la vie des individus est longue et qu'il faut absolument redonner de la respiration au système éducatif. Ça veut dire notamment, là je reviens sur le SUP, ça veut dire notamment que pour le SUP, il faut absolument que, il y ait des années de césure systématique, mais qu'il y ait aussi la possibilité de les étudiants salariés, moi quand j'étais étudiante, il y avait des cours du soir et des cours du samedi matin, ça n'existe plus dans les universités. Et de la même manière que la possibilité de la formation tout au long de la vie, de revenir, c'est des cas, mais c'est tellement difficile. Donc il faut absolument que on donne un peu plus de souplesse à notre dispositif de formation et d'éducation, et qu'on ne soit pas dans ce truc où vous avez des gens qui rentrent dans un truc, qui en sortent et ensuite c'est définitif, ça les marque au fer. De toute façon, votre carrière des professionnels dépend de votre diplôme, là où vous êtes arrêté. Franchement, c'est pas possible. Je pense que ça fait partie du pessimisme français et on se prive d'une énergie que nous avons tous collectivement, et je pense en particulier aux jeunes des banlieues, une énergie, un appétit, donc on s'en prive parce qu'on a cette conception complètement élitiste au sens vraiment négatif du terme, de il faut sélectionner une petite élite, il faut sélectionner, et tout le reste, d'une certaine manière, c'est par défaut. Au lieu d'imaginer qu'un système éducatif, c'est un système qui doit porter tout le monde le plus haut possible. Et tant que, donc ça peut apparaître comme des grands mots et des grandes phrases, je crois que c'est très très profond au cœur de ce qu'il faut qu'on fasse dans l'avenir. Il faut vraiment qu'on revienne là-dessus, qu'on réaffirme un certain nombre de principes qui aujourd'hui sont complètement passés à la trappe. Pas entre nous, on est tous d'accord là-dessus, mais dans le débat, et même auprès de nos concitoyens, et même auprès des parents, je crois qu'il y a vraiment un travail à faire. Et la validation des acquis de l'expérience à l'université aussi, propose Philippe Mérieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? D'autres interventions ou d'autres questions des participants? S'il n'y en a pas, moi j'en ai, pour conclure, il y a Frédéric. Est-ce que les participants peuvent poser des questions aux autres intervenants Bien sûr. Moi, il se trouve que je suis aussi parent d'élèves et j'ai un fils dans l'enseignement primaire, donc j'ai pu voir et expérimenter comment ça se passait, donc pas de problème. Effectivement, les enseignants, l'enseignante en l'occurrence a été très, très réactive. En même temps, moi j'ai été quand même frappé de voir, et ça renvoie à la question, la remarque de Philippe Mérieux tout à l'heure sur les parents d'élèves, je suis quand même assez... Pardon. Oui, je suis quand même assez frappé de voir à quel point, alors peut-être c'est un effet de sidération, que les associations de parents d'élèves ont été très peu réactives pour mettre en place, entre le mois de mars et le mois de juin, des formes de solidarité et d'accueil des enfants. Alors peut-être que ça s'est fait ici ou là. Je trouve aussi que maintenant, par exemple, sur cette rentrée, même si ça réagit de façon assez violente ces temps-ci, on a quand même beaucoup... localement l'impression d'associations de parents d'élèves qui ont intégré le modèle hiérarchique dont on parlait tout à l'heure et qui du coup attendent toujours d'en haut du ministre ou éventuellement de l'inspecteur ou de la directrice les directives, et je me demandais s'il n'y avait pas là quand même un enjeu très important que de changer la place des parents à l'école, parce que je pense que c'est pas forcément de la faute des parents, mais le système les secondarise ou les infantilise, je ne sais pas comment on pourrait dire, et est-ce que c'est pas l'occasion là quand même de repenser la place des parents, comme elle existe d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays que la France, dans la gestion de l'école. C'est peut-être plus facile au collège qu'au lycée, mais pardon, à l'école primaire qu'au lycée et au collège, mais je suis quand même assez frappé de ça et inquiet en même temps. On a été très très finalement très passif. Alors bon, est-ce qu'on a intériorisé le fait qu'on a un État bureaucratique centralisé? Et bon, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une réaction de citoyens un peu très localisés qui voient ça uniquement à partir de son point de vue, ou est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, tout
Patrolou veut répondre. Oui, je veux bien donner des éléments de réponse. Bon, on peut regretter effectivement dans la composition du débat qu'il n'y ait pas quelqu'un du primaire, hein, parce que c'est effectivement là que c'est encore plus important, hein, cette dimension, en effet, de lien avec les familles. Oui, Guillemette, j'ai vu. Je vais très très vite. Je vais très vite. Mais ce qui me semble en effet essentiel, c'est ce que j'appelais tout à l'heure cette alliance éducative. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu au début, et Philippe Mérieux le rappelait, le fait que les enseignants souvent se marchaient sur les pieds, qu'on ne savait pas bien quelles étaient les consignes, qu'il y avait cette masse de travail qui arrivait. Tout ça, c'est quand même un aspect important parce que, en fait, derrière la question des devoirs, qui est en soi un élément de débat, hein, la question des devoirs à la maison, il y a une vraie question qui est souvent esquivée, qui est celle de la relation avec les familles. Et la question de beaucoup de parents, même les plus éloignés de l'école, c'est comment je peux aider mon enfant. Et là, je crois que les enseignants, trop souvent, négligent la réponse à cette question-là. Or, elle est essentielle, cette question, pour créer du lien et, je le répète, rapprocher de l'école, y compris ceux qui en sont éloignés. Tous les parents peuvent jouer un rôle dans comment dire, le lien avec l'école, ne serait-ce qu'en rappelant aux enfants un certain nombre de consignes, de contraintes, etc. Il ne s'agit pas de faire, comme ça malheureusement a été souvent le cas pendant le confinement, il ne s'agit pas de faire les devoirs à la place des enfants. J'espère que Frédéric Savicki n'a pas fait ça avec son fils, hein. C'est important. Mais voilà, il faut quand même avoir ça présent à l'esprit. Et moi, je pense que les fédérations de parents d'élèves et d'une manière générale, les parents d'élèves doivent en effet s'emparer de cette question. Alors, la FCPE, pendant longtemps, a utilisé et continue d'utiliser d'ailleurs le terme de coéducation. Et je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui est un petit peu négligé, voire complètement négligé aujourd'hui. Merci. Est-ce que Guillemette voulait intervenir? Oui, on ne vous entend pas. Il faut mettre le son, Guillemette. Ah, pardon. Alors, c'est parce que j'ai la Bluetooth. Oui, attendez. Oui. Une seconde. Là, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, on vous entend. Ah non, plus maintenant. Oui. Alors, allez-y. Bon. Allez-y, il nous reste 8 minutes. Oui, pardon. Alors, en fait, bon, moi, j'étais directrice de primaire jusqu'à très récemment. Je voulais quand même justement dire par rapport à ces relations avec les parents, j'étais une école primaire en REP avec des familles très, très, on va dire, précarisées, de beaucoup de familles monoparentales, etc. Et ce que tous mes collègues m'ont dit qui a été vraiment positif pendant le confinement, c'est que justement, du coup, ils ont téléphoné à certaines familles quasiment quotidiennement. Il y avait des collègues qui faisaient faire la lecture quotidiennement à certaines élèves de CP, et que d'un point de vue de la confiance, mais de la confiance même en eux-mêmes pour les parents, ça a été quelque chose de vraiment particulièrement positif. Eux, ils ont trouvé que c'était vraiment une des seules choses positives du confinement, c'est cette relation qui s'est tissée autour de relations beaucoup plus quotidiennes que ce qu'il y avait avant, même si les enseignants, évidemment, en élémentaire, côtoient les parents, mais pas de façon aussi précieuse, quoi, on va dire. Voilà, et moi, en fait, au départ, quand j'ai voulu prendre la parole, c'était pas du tout sur le primaire, c'était toujours en écoutant les collègues du supérieur et même des collèges et lycées. Je trouve toujours, quand je vois mes collègues autour de moi avec leurs enfants qui font des stages magnifiques chez des architectes, chez des dessinateurs, chez des je sais pas quoi, voir tous les élèves de nos écoles faire des stages chez le boulanger du coin qui veut bien les prendre, etc. Je trouve qu'il y a une énorme inégalité qui se noue autour de ça. Et alors, je parle même pas des carnets d'adresses qu'ont les enfants qui sortent des études supérieures après aussi. Ça, c'est encore plus hurlant. Mais je ne sais pas ce qu'il faudrait faire par rapport à ça, par rapport à ces stages. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à proposer vraiment à tous ces enfants qui n'arrivent pas à trouver vraiment de choses intéressantes pour eux, quoi. Oui. Voilà. Alors, Philippe Patrolou nous précise à propos des cahiers pédagogiques que les cahiers pédagogiques sont aujourd'hui en grande difficulté et il nous invite voilà, à vous abonner
Oui, merci. 30 secondes là-dessus, mais les cahiers pédagogiques, en effet, dont j'ai été président de l'association éditrice, Philippe Mérieux en a été le rédacteur en chef bien des années avant. C'est une revue qui existe depuis décembre 1945 et nous sommes confrontés aujourd'hui à une très grande difficulté. Donc, vraiment, je vous invite à vous abonner, à nous soutenir. On a besoin d'une revue sur les questions pédagogiques aujourd'hui. Merci. Bon, merci. Vous pouvez aussi participer au crowdfunding du Festival des idées. Il est encore temps sur Hello Asso. Et je signale, et ce sera le mot de la fin, je signale qu'il y a une librairie qui est ouverte dans le cloître et que vous pouvez y acheter des livres, notamment sur la pédagogie et l'école. Et alors là, il y a Philippe Mérieux qui disait quelque chose sur les finalités communes pour les territoires, pour les stages. Frédéric Sabiki, nous retrouvons l'inégalité entre universités et grandes écoles. Ces dernières disposent de services spécifiques pour recevoir les demandes de stage et ont des appuis des associations d'anciens élèves qui n'existent pas à l'université. C'est vrai, mais ce que disait Isabelle sur un système très élitiste et qui est de la maternelle jusqu'à l'université calqué sur l'élitisme, il faudrait absolument rompre avec ça. Ok, il est 16h. Merci à tous. Merci pour ce débat très riche sur Zoom qui s'est déroulé en plus sans problème technique. Merci à Palma aussi qui nous a aidés sur le plan technique. Merci. Avec plaisir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.